Salut! Donc nous voilà pour la prochaine vidéo qui porte sur le pré-traitement des données. Pré-traitement, visualisation des données. Voilà. Donc le pré-traitement des données, c'est quoi? C'est que quand vous avez les données, il faut un peu voir, il peut y avoir des petites choses à changer là-dessus. Par exemple, il y a des données qui sont manquantes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Par hasard, quand vous regardez vos données, vous vous rendez compte qu'il y a une donnée qui est aberrante. Qu'est-ce que j'entends par donnée aberrante? Imaginez, vous avez les poids des individus, de plusieurs personnes. Les poids, on s'attend à ce que ça varie peut-être entre 50 et 200. Vous voyez des individus qui ont 50 kg, 100 kg, 200 kg, 150. Subitement, vous voyez 1 million. Vous comprenez qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'individu qui a un poids de 1 million de kilos. Donc ça, c'est une donnée aberrante. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de commencer l'analyse même proprement dit, il y a des traitements à faire. C'est ce qu'on appelle des pré-traitements. Avant de commencer l'analyse proprement dit. Mais on aborde un peu ce point dans le module 2. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Nous allons poursuivre plutôt avec la visualisation des données. La visualisation des données. Donc, c'est important. Vous savez, quand on veut faire de l'analyse supervisée, on cherche le modèle qui sera approprié. Mais le modèle ne se trouve pas comme ça. Ce n'est pas que votre boss, votre chef ne viendra pour vous dire « Georges, écoute, quand tu vas me faire l'analyse, je veux les modèles de régression linéaire. » Ce n'est pas ce qu'il va vous dire. C'est vous l'expert. Donc, mais comment vous allez faire pour savoir le type de modèle approprié? Des fois, il faut faire de la visualisation. Il faut explorer les données. Il faut les regarder pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut trouver comme information. C'est un peu ce que je vais vous amener à voir ici. Donc, lorsque nous regardons, là, je vous dis, représenter le nuage de points avec Matplotlib. Matplotlib permet de faire des représentations visuelles. Donc, je vais prendre une cellule. Je vais d'abord aller chercher Matplotlib. Import Matplotlib, est déjà installé. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas seulement aller chercher. Matplotlib. Souvenez-vous, quand je faisais NumPy, je faisais Pandas, j'allais chercher des abréviations. Je fais ceci pourquoi? Pour éviter que si je vais utiliser une fonction de Matplotlib, au lieu d'écrire Matplotlib point la fonction, je prends juste une abréviation parce que vous voyez, Matplotlib, c'est long, c'est un long mot. Ça devient fastidieux chaque fois d'écrire Matplotlib point. Alors que si j'ai une abréviation de Matplotlib, c'est beaucoup plus facile. Donc, je fais import Matplotlib. Une abréviation de Matplotlib qui est fréquemment utilisée, c'est PLT. C'est ça, Matplotlib as PLT. Je viens d'importer. Maintenant, moi, je vais représenter mes données. J'ai mes X et j'ai mon Y. Donc, je fais ici plot. Comme si je veux, comprenez bien, quand vous voulez représenter ce genre de données, il y a ce qu'on appelle des nuages de points. Les nuages de points, c'est quoi? C'est que vous avez, pour chaque exemple, vous avez la caractéristique X et la caractéristique Y. Caractéristique X et caractéristique Y. Moi, je vais représenter en abscisse les X et en ordonnée les Y. Donc, c'est ce que je vais représenter. Donc, je vais utiliser un nuage de points. Je fais donc le nuage de points, c'est scatter. Je mets ici X, virgule, Y, c'est tout. Et je représente. Voilà. Quand je regarde par exemple cette visualisation, qu'est-ce que je vois? Je vois que quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est un peu linéaire. Regardez bien, c'est comme si c'était linéaire. Avec ça, je dis, ah tiens, ça veut dire que le modèle qui peut être approprié pour le modèle d'apprentissage supervisé que je peux utiliser ici, c'est le modèle de régression linéaire. Ah ouais, je comprends. C'est comme ça qu'on fait. En fait, ça vous donne un peu une idée, ça vous oriente un peu dans votre travail, la visualisation. Ça, c'est important. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer ici. Et je vous dis par la suite de représenter le nuage de points avec 6 bornes. Le nuage de points, rappelez-vous, le nuage des points, sauf si je ne vous ai pas bien expliqué, le nuage de points, c'est quoi? C'est que vous avez votre X, vous avez votre Y. C'est ça. Ce sont les points avec les coordonnées. Vous représentez les points qui ont leurs coordonnées et leurs abscisses. Abscisse ordonnée. Abscisse ordonnée. C'est un peu ça le nuage de points.
Donc, vous ne les collez pas entre eux. Ce n'est pas que vous avez le premier point, le deuxième point, vous faites passer une ligne entre eux. Ce n'est pas ça le nuage de points. Le nuage de points, c'est que vous représentez chaque point de manière individuelle dans l'espace que vous avez. C'est tout. Donc, je vous dis représenter le nuage de points avec 6 bornes. 6 bornes, c'est une autre façon de faire, mais on ne va pas utiliser ça. Je ne vais pas vous montrer. De toute façon, c'est dans le Colab. Dans le solutionnaire, vous l'avez, vous pouvez visualiser ça, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser par la suite. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour la suite. Donc, je dis ici, pour aller plus loin, s'il y a des gens qui veulent voir un peu comment faire des visualisations interactives, vous voyez, voici les visualisations, vous pouvez regarder des choses. Ça, c'est si ça vous intéresse. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit, en regardant mes données, je sens que un modèle de régression linéaire est approprié. Quelqu'un peut me dire, attends, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi je vois plutôt que c'est un autre type de modèle qui est approprié. Il y a plusieurs modèles qui peuvent apparaître. Ben, la question, quelqu'un peut se dire, ben, j'ai plusieurs modèles, comment choisir le meilleur modèle? Donc, il faut donc, comme vous comprenez par là qu'il y a la notion d'évaluation de vos modèles. Il faut évaluer les performances, n'est-ce pas, de vos modèles. C'est pour cela, quand on fait l'apprentissage supervisé, vous devez prendre les données que vous avez, vous devez les diviser. Une partie, ce sont les données d'entraînement. C'est ça qui va vous permettre d'entraîner votre modèle. Une autre partie, ce sont les données d'évaluation. C'est ça qui va permettre d'évaluer la performance de votre modèle. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut que vous soyez capable, quand vous avez entraîné votre modèle, on veut que votre modèle soit capable de faire des bonnes prédictions sur des exemples qu'elle n'a pas rencontrés avant. C'est ce qu'on appelle la capacité de généralisation. Car si votre modèle est seulement bon pour faire des prédictions sur les données sur lesquelles elle était entraînée, c'est pas intéressant du tout. Puisque dans la vraie vie, vous voulez que votre modèle que vous avez puisse être capable de prédire sur des exemples qu'elle n'a pas encore rencontrés dans le passé. C'est là où ça devient plus intéressant. Donc c'est pour cela que lorsqu'on fait, n'est-ce pas, ce genre de travail, l'apprentissage supervisé, on divise les données qu'on a en deux parties. Une partie pour l'entraînement et une partie pour l'évaluation. Mais il y a également un autre point. Il y a ce qu'on appelle les hyperparamètres. Les hyperparamètres, c'est quoi? Regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, on divise les données. Une partie pour l'entraînement, une partie pour l'évaluation. Bon, selon vous, quelqu'un peut me dire, bon, ok, comme il a dit, on divise, moi je prends 50% pour l'entraînement, 50% pour l'évaluation. Quelqu'un d'autre peut dire, moi je prends 25% pour l'évaluation, 75% pour l'entraînement. Vous voyez, finalement, ça change. Il y a un pourcentage. N'oubliez pas, celui qui prend 50% pour l'entraînement et 50% pour l'évaluation, peut-être son modèle sera moins bon que celui qui a pris 75% pour l'entraînement et 25% pour l'évaluation. Ainsi de suite. Quelqu'un d'autre peut dire, je prends 90% pour l'entraînement et 10% pour l'évaluation. Donc, vous voyez que ça varie. Le paramètre que vous êtes en train de varier, ce paramètre-là, c'est ce qu'on appelle un hyperparamètre. C'est un paramètre que vous êtes fixé au départ, avant même de commencer votre modèle. C'est ça l'hyperparamètre. Un modèle, c'est un paramètre qui vous fixe au départ, avant de commencer l'entraînement de votre modèle. C'est ce qu'on appelle un hyperparamètre. Donc, comme il est question pour nous de trouver le bon hyperparamètre, parce que selon l'hyperparamètre que je choisis, je risque d'avoir les performances peuvent changer. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour cela que c'est important de choisir le bon hyperparamètre. Mais comment va-t-on choisir le bon hyperparamètre? C'est là où intervient ce qu'on appelle les données de validation. Quand on a les données, pour faire notre apprentissage, il faut se diviser en trois parties. Données d'entraînement pour entraîner le modèle. Données d'évaluation, de validation pour trouver le meilleur hyperparamètre ou bien les meilleurs hyperparamètres. Et enfin, les données d'évaluation. Pour enfin, quand vous avez trouvé le bon hyperparamètre, vous avez entraîné votre modèle, maintenant vous devez mesurer et évaluer la performance. C'est pour cela que ça sert. À quoi ça sert les données d'évaluation? Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez sur ces concepts.
Et là, on vous montre un peu quelque chose ici. Données d'entraînement, comme vous pouvez voir. Entraînement, évaluation et validation. Ok, donc je vous ai donné un petit exercice pour vous montrer un peu comment faire ce genre de division. Je dis créer deux ensembles de données, un d'entraînement et d'évaluation, sachant que celui d'évaluation représente 20%. Voilà. Pour le faire, on va utiliser une fonction qu'on appelle train test split. C'est pour splitter les données. Donc j'ouvre une nouvelle cellule. Je m'avais cherché train test split. Donc pour le faire, je fais from. C'est dans la librairie train test split se trouve dans la librairie sklearn. Mais comme la librairie sklearn a plusieurs modules, le module en fait qui intéresse, où se trouve cette fonction, c'est le module model selection. Donc je dis à partir ce que je suis en train de faire à présent, c'est quoi? Je dis à Python, va chercher dans la librairie sklearn le module Model Selection. Dans ce module Model Selection, fais-moi appel à la fonction train test split. C'est ce que ça fait. C'est la fonction qui va me permettre de diviser les données que j'ai en données d'entraînement et en données d'évaluation. C'est ce qu'on appelle les données test. Les données test, c'est encore les mêmes choses que les données d'évaluation. Donc, je fais roule, c'est bon. Et maintenant, je fais ceci. Donc, maintenant, pour créer mes données d'entraînement et d'évaluation, je fais X train, c'est pour dire d'entraînement, X test d'évaluation, Y train d'entraînement, Y test d'évaluation, et je fais train test split. Ça va me splitter quoi? X, le grand X, donc toutes les données de départ et toutes les étiquettes qu'on avait au départ, et je me donne le size. Vous voyez ici, vous voyez même parmi les paramètres, vous voyez test size. C'est pour dire quelle est la proportion que vous voulez donner. Donc je mets ici par exemple 0.20. C'est ça, c'est tout. Donc quelque chose que vous pouvez me demander, mais pourquoi tu as commencé par faire X-train, X-test, Y-train, Y-test? Est-ce que je pouvais plutôt faire X-train, Y-train, virgule, X-test, Y-test? Non. En fait, quand vous allez regarder l'aide de train test split, vous allez voir que ce qui donne en sortie, ce sont les données, premièrement, d'entraînement, ensuite les données d'évaluation, puis les étiquettes d'entraînement, puis les étiquettes d'évaluation. C'est comme ça, c'est pour cela que j'ai mis ça dans cet ordre. Je viens de diviser, c'est bon, ça marche. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Sur ce, je vous remercie. À plus.